Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Iker. Alors aujourd'hui on va voir ensemble l'interface locale des enregistreurs UNB. Interface locale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'interface que vous aurez sur la sortie VGA ou sous la sortie HDMI et que vous contrôlerez avec votre souris directement sur le serveur. Cette interface, elle a été vraiment très bien travaillée graphiquement. Elle a été traduite par nos soins, donc vous êtes sur quelque chose d'assez intuitif. On va voir ensemble tous les menus aujourd'hui. J'essaierai de vous mettre des raccourcis pour retomber directement sur ce qui peut vous intéresser, vous permettre de gagner du temps. Si vous souhaitez aller sur savoir plus d'infos sur événements, caméras, vous mettre des raccourcis pour que vous puissiez gagner du temps à ce niveau-là. Donc les enregistreurs UNV, donc on a des modèles 4, 8, 16, 32, 64, 128 voix. Ils ont tous la même interface. Donc l'interface que vous voyez en capture ici sera la même sur toutes ces machines. Il y aura certains menus qui seront disponibles sur certaines machines. Par exemple, les grosses machines auront un menu par rapport au RAID, auront peut-être des éléments supplémentaires. Là, on est sur une machine qu'on vend assez régulièrement, c'est le NVR 302 16EP16. Donc c'est un 16 voix avec 16 ports PE sur les gammes 302. Donc on aura pas mal de choses à voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous démarrez votre enregistreur? La première fois que vous le démarrez, vous allez avoir un tutoriel qui va se lancer. Vous avez ici, qui vous invite dans une première étape à scanner le QR code qui est ici. Ça va télécharger l'application et à rescanner une deuxième fois ce même QR code pour installer l'enregistreur sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc un même QR code pour télécharger et installer. Sur une seconde étape, il va vous demander de sélectionner le fuseau horaire et de régler l'heure du système. Je le passe assez rapidement. Ici, ça va être important. Il va vous demander l'adresse IP de votre enregistreur sur le réseau. Donc, s'il est branché au réseau, s'il ne l'est pas, pas besoin de s'inquiéter. S'il est sur le réseau, soit on le met en DHCP, comme vous avez ici, soit on le met directement sur l'adresse IP qui nous convient. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on va appeler nous, chez Iker, la partie WAN, que vous avez ici, jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est la partie LAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre enregistreur, il a une double carte réseau. Il a une carte réseau qui va lui permettre de communiquer vers l'extérieur, donc vers votre routeur, vers votre box Internet. C'est là qu'on va paramétrer l'adresse IP, etc. Et il a une deuxième carte réseau qui, elle, va lui permettre de communiquer avec les caméras, donc de créer une sorte de sous-réseau sécurisé sur lequel seront présentes les caméras. C'est ce que vous avez ici. Le seul impératif à ce niveau-là, c'est que la plage ici soit différente de la plage de vos caméras. Une fois que c'est validé, on appuie sur suivant. Alors ici, automatiquement, si vous avez branché vos caméras en amont, elles ont été reconnues et ajoutées automatiquement sur l'enregistreur. Si on est sur un environnement full UNV, donc on est sur du vrai plug and play, je branche ma caméra sur l'enregistreur, mon enregistreur va l'alimenter, la caméra va démarrer automatiquement en DHCP, il va lui donner une adresse IP, la caméra va redémarrer sur cette adresse IP statique qui sera désormais son adresse pour toujours. Une fois qu'on a fait ça, l'enregistreur va commencer à l'enregistrer en continu, il va commencer à la diffuser sur l'écran local, HDMI VGA, et il va commencer éventuellement à la diffuser sur le web. L'idée ici, c'est de pouvoir modifier le mode d'enregistrement qu'on souhaite. Donc là, c'est l'enregistreur de notre showroom, donc il y a pas mal de machines, on va se focaliser sur la première. L'idée, c'est de voir ici tous mes jours, du lundi au dimanche, éventuellement les vacances, les jours fériés, et d'avoir la possibilité de gérer de minuit à minuit. Donc si je veux le modifier, c'est assez simple. Imaginons que je sois sur un site où je veux enregistrer en continu de, on va dire de 8h à 20h, qui sont mes horaires de bureau ou de commerce standard, et le reste du temps sur mouvement. Ça va être très simple. On va sélectionner par exemple mouvement. On va sélectionner donc jusqu'à 8h. Le samedi par exemple, c'est un peu raté, mais ça donnera l'occasion de revoir, c'est pas grave. Jusqu'au samedi. Et le dimanche, je suis tout le temps uniquement sur mouvement. Voilà, donc là vous avez vu, en quelques clics, ça a été très rapide, très simple. Je sélectionne mon enregistrement continu et mon enregistrement sur mouvement. Une fois que c'est fait, j'applique. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est copier ces réglages à vos autres caméras. Donc pas besoin de le refaire 12 fois si vous avez 12 caméras.
vous sélectionnez copie, vous sélectionnez toutes vos caméras ou certaines caméras et vous appliquez un réglage aux autres caméras. Donc voilà, c'est assez simple. Si vous voulez rester sur du continu, on reprend tout le monde et on repasse là-dessus. Voilà l'idée. Une fois qu'on a terminé, on appuie sur OK et on a terminé le tutoriel rapide. À partir de là, si vous avez fait ça, ça veut dire que concrètement, avec votre mobile, à distance, vous pourrez vous connecter sans adresse IP, sans DIN DNS, sans ouverture de port. On va utiliser ce qu'on appelle EZ Cloud, c'est le cloud de chez Mivio. Donc, dans les menus qui vont m'intéresser, on va commencer par le menu système. Ici, on retrouve le nom de l'appareil, vous pouvez le modifier. L'idée, c'est si vous avez plusieurs enregistreurs sur un même réseau, le langage qui est dispo, donc uniquement français et anglais, volontairement, pour pouvoir vous simplifier l'utilisation. Ça, c'est la vitesse de défilement de votre pointeur souris. La déconnexion auto, donc je vous conseille de le mettre. En gros, au bout de 20, 25, 30 minutes, automatiquement mon user est déconnecté. Ça va éviter en fait des fausses manips de personnes tierces. Ensuite, la relecture rapide, ça on le verra un peu plus tard. On va donner à cet endroit-là combien de minutes en arrière on revient sur la relecture rapide. Donc c'est en minutes, 1, 2, 3, 10, 15, à vous de choisir. La marque intelligente, alors on va l'activer, ça va vous permettre en fait en overlay, donc par-dessus votre vidéo, d'afficher les infos d'intelligence qui sont activées sur votre caméra. La reconnaissance faciale, la détection d'intrusion, des choses comme ça. Vous allez avoir des lignes colorées qui vont sortir, qui vont vous permettre de mieux comprendre l'analyse qui est en train d'être faite. C'est quelque chose qui peut être intéressant en phase d'installation, en phase de paramétrage, mais que je vous conseille de désactiver a posteriori parce que ça vient un peu polluer votre image. L'assistant de démarrage, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On applique. Au niveau de l'aperçu, là, on va avoir des choses sympas à faire. Alors, suivant les gammes sur lesquelles vous êtes, dans tous les cas, sur tous les enregistreurs, vous aurez du VGA et de l'HDMI. À partir des gammes 302, donc les 302, les 304, les 308, les 516, voilà, tout ce qui va être supérieur ou égal à 302, vous avez ce qu'on appelle une sortie étendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur mon image HDMI, je peux avoir une image, celle que je choisis, par exemple celle-ci, et une image qui peut être différente sur ma sortie VGA. À quoi ça me servir? Ça me servir dans deux cas. Le premier, c'est pour faire un petit mur vidéo. En quoi ça consiste? On va dire par exemple sur mon HDMI, on va le faire rapidement, vous allez voir. Sur mon HDMI, j'affiche 16 fenêtres. Imaginons, qui plus est, on gère la 4K, on va le voir. Donc je mets 16 fenêtres sur un grand écran 65 pouces 4K qui vont être affichées en continu. Et mon poste VGA va quant à lui me servir de moniteur d'exploitation pour faire du tracking, pour faire de la relecture, pour mettre des caméras en plein écran. Donc je vais pouvoir avoir un petit poste pour le contrôle et un grand poste en parallèle pour l'affichage. Ça, c'est ma première utilisation. Ma deuxième utilisation, c'est pour faire de l'affichage public. À quoi ça me sert? Je suis gérant d'un débit de tabac. J'ai le poste VGA dans mon bureau pour pouvoir faire de la relecture, voir ce qui se passe sur mon commerce. Et mon écran HDMI, je viens le déporter au niveau des caisses pour faire de la dissuasion par exemple, ou un affichage d'appoint pour mes salariés pour pouvoir voir des angles morts. Et sur cet écran, je sélectionne d'afficher telle ou telle caméra. C'est très simple, je vais vous montrer rapidement comment le faire. Vous sélectionnez la vue que vous souhaitez, par exemple par 9. Ici, vous pouvez repartir à 0. Vous mettez sur le carré, donc par exemple carré 1, je veux la caméra 2. Carré 2, je veux la caméra 4. Voilà, c'est très simple. On applique. Une fois que c'est fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si votre enregistreur redémarre, il redémarrera sur ces vues-là impérativement. Donc, c'est-à-dire si vous faites de l'affichage public, vous sélectionnez les caméras les plus adaptées, vous serez certain que l'enregistreur redémarrera sur ces caméras-là. Voilà. Et sur mon VGA, je fais la même chose. Donc ça, voilà, c'est l'affichage par défaut que je souhaite avoir. Ça, c'est en cas d'alarme, qu'est-ce que je suis prêt à appeler? Mon intervalle de séquence en secondes, donc si je fais un séquentiel, et est-ce que je souhaite activer le séquentiel ou non? Voilà pour la partie vidéo. Vous avez une dernière partie ici qui va vous permettre de sélectionner le flux que vous souhaitez afficher. Donc par exemple, si je suis en quad, est-ce que je souhaite afficher un quad avec le flux secondaire pour alléger ma machine ou le flux principal pour avoir une qualité qui soit optimale?
En termes d'interface, donc on a vu la partie aperçu. Là maintenant on va voir la partie dateur. Bon, c'est assez simple, c'est assez standard. La possibilité de choisir mon planning, le mode d'affichage. Donc en France théoriquement on est sur du jour, mois, année que vous avez ici. Le format, c'est sur 24 heures ou du 12 heures. La possibilité de régler manuellement ici l'heure. Ça peut être intéressant. C'est pour faire une synchro automatiquement sur un serveur NTP qui va vous permettre d'être certain que votre heure est synchronisée parfaitement avec en fait l'heure internet. Ça vous permet voilà, d'avoir quelque chose synchronisé à la seconde près qui soit correct. L'heure d'été, l'heure d'hiver, est-ce qu'elle est activée ou non? Donc par défaut elle l'est. Vous avez donc c'est le dernier jour de mars et le dernier jour d'octobre à 2 heures et à 3 heures avec un décalage en France qui se fait de 60 minutes. Et synchronisation caméra temps, à quoi ça va me servir? C'est pour forcer en fait, ça peut être intéressant, ça va éviter des relectures des fois un peu laborieuses. Ça vous permet de forcer l'affichage de l'heure sur vos caméras, de le synchroniser avec votre enregistreur. Donc il sera telle heure sur votre enregistreur, il sera exactement la même heure sur toutes les caméras connectées sur l'enregistreur. Ça évite d'avoir des légères désynchros entre caméras. Le menu suivant concerne tout ce qui est transactions. Donc en fait, ça va me permettre de gérer les interactions POS, donc Point of Sale, les interactions qu'on peut avoir avec une caisse enregistreuse. Donc il faudra une caisse enregistreuse qui soit compatible. C'est un menu qui est assez complexe, qui est dispo sur certaines machines UNV. Je pense que l'idéal, ce sera pour nous de faire une vidéo séparée par rapport à cette fonctionnalité. Ici, vous avez la possibilité de gérer des vacances et des jours fériés. C'est assez pointu, pas très utilisé en France. Là, par contre, on va avoir des choses un peu plus sympas. C'est la gestion des utilisateurs. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, on choisit un nom. Donc, on va mettre allez, Iker UNV. Voilà l'idée. Entrée. On va mettre, si on est plutôt sur un opérateur ou un invité, on va laisser opérateur. Ici, un mot de passe. Alors attention, mot de passe renforcé. 8 caractères, majuscules, minuscules, chiffres et dans l'idéal, caractère spécial, arrobase, dièse, etc. Donc ici, on va devoir mettre un mot de passe. Donc on va mettre Iker 1, 2, 3, 4, arrobase. Allez, hop, la même chose. Voilà, donc ici j'ai bien mis les infos de mon système. Donc je suis bien sur un mot de passe fort. Mon système en temps réel va me donner l'information. Ici, je vais donner à mon opérateur les autorisations de base. Est-ce qu'il peut configurer la machine? Est-ce qu'il peut faire des mises à jour? Est-ce qu'il peut voir et exporter les logs? Et est-ce qu'il peut lancer un redémarrage? Donc là, on est vraiment plus sur de la config, donc propre à l'enregistreur. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va concerner vraiment l'exploitation du système vis-à-vis des caméras. Donc, concernant mes caméras, est-ce que je suis en mesure ou non de me connecter à l'audio, au direct et de voir, d'entendre et de parler? Donc ici, on peut sélectionner caméra par caméra. Donc ça fait quelque chose d'assez fin. On peut faire des choses très sympas sur UNV. La même chose par rapport au contrôle PTZ. Est-ce que j'ai le droit de contrôler une, plusieurs ou toutes mes caméras PTZ? La relecture, idem. Mon utilisateur peut par exemple avoir accès au direct, mais pas à la relecture. Très simple à faire. Est-ce que je peux lancer un enregistrement manuel? Et est-ce que je peux télécharger des données vers un périphérique USB ou vers mon PC? Voilà, donc là c'est très simple à paramétrer. Une fois que c'est terminé, j'appuie tout simplement sur OK. Au niveau des informations réseau, alors là on a un menu qui est assez complexe. On va essayer de le regarder, d'être efficace. Ici, je sélectionne mon NIC. Là ici j'en ai qu'un seul, mais sur des machines plus grosses, je vais avoir 2 cartes réseau pour faire soit ce qu'on appelle du failover, ça veut dire une carte réseau qui prend le relais si la première carte réseau a un souci ou le port réseau, ou faire ce qu'on appelle de l'agrégation de ports. C'est la possibilité, j'ai 2 ports 1 gigabit, de dire je m'utilise ces 2 ports et à ce moment-là mon taux de transfert pourra monter à 2 gigabits. Donc voilà l'idée. Là ici j'en ai qu'un. Je vais activer ou non le DHCP, tout ça on l'a vu. Le mode IPv6 ici qui me permet d'être activé ou non. Ici on avait vu tout à l'heure, donc c'est très important, c'est l'adressage IP interne de mes caméras.
passe pas plus de temps dessus. Est-ce que j'active ou non la fonction PPPoE pour pouvoir communiquer directement sur ce protocole? Là, EZ Cloud, on va avoir quelque chose d'intéressant. On retrouve le QR code. Donc, si vous souhaitez ajouter la machine sur votre téléphone ou sur le cloud, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone et vous venez scanner le QR code directement. À ce moment-là, il va être ajouté sur votre système. Vous allez être maître. Automatiquement, vous allez avoir l'info ici pour savoir si le statut est en ligne ou pas et qui l'a scanné et quel est le nom qu'il a donné à la machine. Donc, c'est très simple, ça se passe ici. Si éventuellement vous souhaitez effacer la personne qui a scanné, vous avez juste à appuyer sur effacer, vous allez pouvoir le supprimer de ce scan et pouvoir le rescanner à nouveau. La possibilité de gérer un DDNS, donc un DIN DNS, qui va vous permettre de faire l'impasse sur une adresse IP fixe. Donc si on est sur un EZ Cloud, on n'a pas besoin de cet onglet. Vous pouvez l'activer, vous pouvez avoir un EZ DNS donc, de chez UNV qui est fourni gratuitement, qui est inclus. Ou alors, si vous avez un compte DIN DNS ou NoIP, venir le personnaliser à ce niveau-là. À ce moment-là, pour vous connecter, ça sera très simple. Vous aurez l'adresse, ça sera juste en.ezcloud.uniview.com/ le nom que vous avez sélectionné. Donc, dans le cas présent, Iker. Ici, c'est la possibilité de communiquer directement en 3G, 4G avec un dongle qu'on vient mettre sur l'enregistreur. Là, pareil, on est sur quelque chose d'assez spécifique, donc on ne va pas le voir dans les détails, mais c'est ici que vous allez devoir renseigner toutes les informations vis-à-vis de votre abonnement. Là, je retrouve les 3 ports qui sont utilisés par mon enregistreur. Alors, le port HTTP, par défaut, c'est le port 80, qu'on vous invite à changer pour être sur quelque chose d'un peu moins standard. Vous avez le port RTSP, donc Real Time Streaming Protocol, donc c'est le protocole qui va permettre d'envoyer la vidéo. Le port 80, quant à lui, va plutôt servir à envoyer les datas, à envoyer les données. Donc si par exemple vous arrivez à vous connecter à votre enregistreur, que vous avez tous les menus, mais que vous n'avez pas de vidéo, c'est que vous n'avez pas ouvert le port RTSP, que vous avez ouvert que le port HTTP. Et si vous l'activez, vous pouvez aussi travailler directement avec l'enregistreur en HTTPS, donc HTTP sécurisé. Et à ce moment-là, il faudra utiliser le port 443. Un petit aparté rapide, ce que vous avez ici, le RTSP. Ici, c'est juste un indicateur. Si vous souhaitez utiliser la fonction RTSP sur un système, faire du streaming sur Internet, envoyer vers une passerelle domotique, envoyer vers un autre système de supervision ou d'hypervision. Souvent, le protocole RTSP va pouvoir fonctionner avec quasiment tout. Donc, l'idée, c'est de vous donner la trame pour pouvoir vous connecter dessus. Vous avez juste donc RTSP : suivre ça, vous remplacez juste channel number par 01 pour la caméra 1, 02 pour la caméra 2 et stream type, donc par exemple 0 pour le flux principal et 1 pour le flux secondaire. La redirection de port UPnP, donc, qui permet de faire des ouvertures de port automatiques sur votre box si votre box est également compatible UPnP. Vous avez juste à l'activer. Si c'est fonctionnel, il va automatiquement trouver l'adresse IP de votre passerelle et venir activer la fonction UPnP. Ici, la possibilité de gérer des adresses email, donc des adresses email d'expéditeurs et des adresses email de destinataires. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre fournisseur de messagerie. Vous retrouverez là, ça peut peut-être vous donner quelques indications sur une adresse Gmail qui est assez commune en France. Ici, les informations utilisées, donc smtp.gmail.com 587 avec l'activation du TLS SSL. Voilà, ici on gère le destinataire. Ici, on peut gérer aussi. Donc ici, voilà, vous pouvez avoir plusieurs destinataires que vous pouvez enregistrer. On va rester sur le 1. Ici, vous sélectionnez le nom du destinataire, son adresse email, un planning d'activation. Donc ça peut être sympa pour dire, voilà, je veux envoyer des mails, mais je veux les envoyer uniquement sur telle plage horaire. C'est ici que ça va se passer. Et si je souhaite envoyer un instantané, donc une capture photo avec mon email, j'ai juste ici à cocher la case et à donner l'intervalle pour les instantanés. Le but, en fait, c'est pour éviter d'envoyer trop de photos de façon rapprochée. Donc c'est ici que ça se passe. La multidiffusion, c'est ce qu'on appelle également le multicast.
Donc vous avez deux technologies de transmission qui sont le unicast et le multicast. Alors je vous invite à regarder sur Google, sur Internet, auprès de vos techniciens pour savoir exactement ce que ça veut dire. Concrètement, le multicast va permettre d'alléger votre réseau. Aujourd'hui, si vous avez 5 appareils qui sollicitent une caméra qui fait 2 mégas de bande passante, ça va utiliser 5 x 2, donc 10 mégas. À chaque fois, 2 mégas, 2 mégas, 2 mégas, 2 mégas de bande passante. Le multicast, en fait, la caméra va envoyer les données. Donc s'il y a 1 ou 5 appareils, on n'utilisera toujours que 2 mégas de bande passante. C'est très intéressant, mais il faut premièrement savoir le paramétrer et deuxièmement avoir des éléments actifs, donc des switches qui soient compatibles multicast. Donc renseignez-vous bien sur ce point-là. Si vous connectez qu'avec un seul appareil, pas d'utilité majeure. Par contre, s'il y a plusieurs appareils et que vous voulez alléger votre bande passante, le multicast ou multidiffusion est fait pour vous. Ici, on a les informations de FTP. Donc, si vous souhaitez envoyer les données vers votre serveur, vers un serveur FTP, donc des photos, des vidéos sur événements continus, c'est ici que ça se passe. Voilà, je vous laisse savoir les compétences en FTP pour paramétrer ça. Et on a la possibilité, on travaille également sur le protocole SNMP qui est demandé sur certains projets, qui est en fait un protocole de supervision du réseau pour pouvoir remonter d'éventuels défauts directement vers un logiciel de supervision. Donc on est compatible sur UNV et ça se paramètre à ce niveau-là. L'onglet suivant concerne la sécurité. Donc ici vous retrouvez pas mal d'infos vis-à-vis de la sécurité qu'on peut retrouver. Alors ça vient en complément de ce que vous avez vu tout à l'heure vis-à-vis du HTTPS. Alors on a plusieurs éléments qui vont nous permettre de sécuriser le système. La première qui sera une des plus efficaces, ça va être la possibilité de gérer une liste noire et une liste blanche, avec en fait la possibilité donc d'interdire l'accès à l'enregistreur à certaines machines ou au contraire d'autoriser exclusivement à certaines machines. On peut mettre des plages d'IP, donc un début avec une fin ou une seule IP, l'ajouter. On peut mettre des adresses qui vont être soit sur le LAN, soit sur le WAN. Donc ça peut être, on peut donner une adresse IP 192.168.0.110 par exemple sur le LAN. Mais si c'est un site distant qui a le droit de se connecter dessus, là on pourra mettre éventuellement une adresse 88.127.10.20. Il faudra juste que le site sur place en face ait bien une IP fixe pour être sûr que cette adresse n'est pas amenée à changer. J'ai la possibilité d'activer ou non l'authentification ONVIF. En fait, ONVIF est le protocole qui permet de communiquer sur tout ce qui est vidéo. Et ce protocole, par défaut, peut ne pas être sécurisé. Ça veut dire qu'avec un logiciel qui s'appelle ODM, ONVIF Device Manager, je peux scanner le réseau, trouver toutes les caméras très facilement, trop facilement. En cochant cette case, on évite ce genre de problème. Protection RP, c'est une protection contre le remplacement de passerelle, pour raccourcir. C'est de dire, voilà, j'ai mon serveur d'enregistrement UNV communique avec cette passerelle, j'indique l'adresse MAC de cette passerelle. Si quelqu'un vient éventuellement couper le câble, mettre une passerelle intermédiaire pour intercepter les données, ça ne pourra pas fonctionner si j'ai activé cette fonctionnalité. Attention à bien, si vous le paramétrez, à bien le paramétrer parce que sinon votre enregistreur il sera plus accessible par le réseau uniquement en réseau local, uniquement en interface locale. La possibilité de gérer du filigrane ou ce qu'on appelle en anglais du watermarking, donc c'est la possibilité d'encapsuler un texte, une donnée dans la vidéo pour pouvoir garantir que c'est bien la vidéo originale qui n'a pas été trafiquée. Enfin, les mots de passe renforcés. Donc UNV est un peu à cheval dessus, vous allez vous faire embêter très souvent avec ça. On s'en excuse par avance, mais c'est pour votre bien. L'idée, c'est que le système ne sera pas accessible sans un mot de passe sécurisé. Il nous laisse néanmoins deux possibilités. La première, mot de passe simplifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je souhaite me connecter au système depuis l'interne, donc depuis le réseau local 192.168 par exemple, là je pourrais faire avec un mot de passe simple. Si par exemple je veux me connecter à distance depuis l'extérieur de mon routeur, là mon mot de passe sera refusé, il faudra un mot de passe renforcé.
Donc voilà, donc je peux activer cette fonction simplifiée qui permet sur le réseau local de fluidifier les choses. Concernant l'onglet stockage, ici on retrouve alors les plannings d'enregistrement. C'est ce que vous avez dû paramétrer dans le tutoriel au début, mais vous pouvez venir le remodifier. Donc pour rappel, on a juste à sélectionner la caméra et modifier le planning qu'on souhaite. C'est assez simple, c'est assez intuitif, c'est assez design. Est-ce que j'active ou non le planning? La notion de pré-enregistrement et de post-enregistrement, c'est par rapport aux événements. Concrètement, pour le pré-enregistrement, j'ai une mémoire cache. Mes données sont enregistrées en continu. Si j'ai un événement, les 10 secondes précédant l'événement sont conservées. S'il n'y a pas d'événement, elles sont effacées. Donc concrètement, une porte qui s'ouvre, ma caméra voit une porte qui s'ouvre, j'aurai les 10 secondes avant même que la porte soit ouverte qui ont été enregistrées sur mon serveur. Et le post-enregistrement, lui, c'est, voilà. Imaginons j'ai un mouvement qui dure 30 secondes, donc j'enregistre 10 secondes avant le mouvement, ok, plus 30 secondes, donc 40 secondes, plus 60 secondes après, donc 100 secondes au final, pour un seul événement qui a duré 30 secondes. J'ai la même chose par rapport aux photos, donc c'est la possibilité de prendre des photos. C'est assez peu utilisé en France, ça peut être utile par exemple pour faire des systèmes de time-lapse ou des choses comme ça, de faire une photo à intervalles réguliers. Là, ça devient intéressant. C'est la partie disque dur. Alors là, on est sur un enregistreur qui peut avoir maxi 2 disques, donc j'ai pas le partitionnement RAID qui est dispo. Si vous êtes sur une machine avec plus de disques, vous avez les possibilités d'activer du RAID, RAID 0, RAID 1, 5, 6, etc. C'est dans ces menus-là également que vous allez les trouver. Donc comment ça fonctionne? Là, on voit ma machine, j'ai 2 disques de 1 Tera. J'ai la possibilité, sur le premier disque, de le mettre en lecture et écriture, ce qu'on vous conseille. Très bien. Et mon deuxième disque, quant à lui, peut être en lecture et écriture. Donc à ce moment-là, j'aurai une capacité totale de 1 plus 1 Tera, donc 2 Tera. Ou alors, je peux le mettre en redondant. Alors, c'est pas du RAID, ça n'a pas la dénomination RAID, mais c'est effectivement exactement pareil que du RAID 1. C'est de la redondance ou du mirroring. Ça veut dire que j'aurai un disque de 1 Tera qui enregistre et en parallèle, toujours mon deuxième disque de 1 Tera qui enregistre aussi. Donc, mon espace disque total disponible sera de 1 Tera. Voilà, j'aurai 1 Tera d'enregistrement et 1 Tera de mirroring, d'enregistrement miroir. Donc, c'est un élément de sécurisation qui peut être intéressant pour le client. Être certain qu'en cas de défaillance du premier disque, j'ai toujours le deuxième disque qui conserve les données. Contrairement à du RAID, je n'ai pas de reconstruction des données. C'est ça la différence entre un RAID officiel et un simple mirroring comme on a sur les gammes 302. Alors, les groupes de disques, ça sert quand j'ai pas mal de disques. Ça peut être intéressant en fait de faire des systèmes de grappes, de dire voilà, ce disque vont être le groupe numéro 1. Je vais enregistrer les caméras 1 à 10 par exemple. Et le disque 4, 5, 6 vont me faire le groupe numéro 2 sur lesquels j'ai enregistré les caméras 11 à 20. Ça va me permettre en fait d'envoyer mes données sur différents groupes de disques pour éviter de tout inscrire sur le même disque en même temps et d'arriver à saturation sur ses capacités d'écriture. Voilà, c'est assez simple à faire. Et une fois qu'on l'a fait, ici, bon, là j'ai qu'un seul groupe, on va avoir un onglet espace alloué qui va être très sympa pour vraiment articuler votre enregistrement en fonction des besoins de votre client. L'idée c'est quoi à ce niveau-là? C'est voilà, j'ai une caméra. Aujourd'hui, elle utilise 256 Go sur mon disque de vidéo, 1 Go de photos et je l'envoie vers le groupe numéro 1. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si là j'avais le groupe numéro 2, je pouvais envoyer telle caméra sur tel groupe. Capacité du disque, voilà. Là j'ai un élément qui est intéressant, c'est l'espace vidéo max. Concrètement, ça veut dire que sur chaque caméra, je peux lui donner un espace vidéo maximal. L'idée, c'est de pouvoir prioriser certaines caméras, de pouvoir donner une durée d'enregistrement supérieure à certaines caméras. Ça nous a déjà été demandé, par exemple, d'avoir 2 caméras qui enregistrent 120 jours, parce que le client a un impératif sur un site industriel de conserver des données, etc. C'était dans de l'agroalimentaire. Et les autres caméras sont pour de la surveillance pure, donc forcément, je n'ai pas le droit de dépasser mes 30 jours. Et à ce moment-là, je vais donner un espace disque, allouer un espace disque qui sera plus faible. Et ça, c'est très sympa parce que votre client, au final, peut avoir des caméras qui vont enregistrer 120 jours et d'autres 30 jours.
sans avoir besoin de charger trop en disque. Dans l'onglet avancé, alors réécriture ou arrêter d'écrire, forcément, on sera très souvent sur de la réécriture. Le système est ce qu'on appelle sur du FIFO, First In, First Out. Ça veut dire que les premières données enregistrées seront également les premières effacées. Donc, imaginons j'ai 20 jours d'enregistrement. Au bout du le 21e jour, je vais effacer le premier jour. Ça me fait une sorte de cyclique comme ça qui avance au fur et à mesure dans le temps. Alors, le menu suivant, on va plutôt travailler sur le menu événement. Donc, le menu événement va me permettre de travailler sur tout ce qui est événement autour de mes caméras ou autour de mon enregistreur. Donc, ça va être majoritairement les caméras, on va le voir. Le premier onglet, ça va être les entrées alarmes. Donc ici, je retrouve toutes les entrées alarmes qui sont dispo sur mon enregistreur ou sur mes caméras. C'est ça qui va être intéressant, c'est que les flux d'alarme de mes caméras, donc si ma caméra a une entrée alarme à l'arrière, je vais pouvoir la retrouver directement sur l'interface de mon enregistreur. Les données d'alarme vont être multiplexées sur le protocole IP. Ça veut dire que je branche par exemple mon contact d'ouverture à ma caméra et ensuite de ma caméra à mon enregistreur, je n'ai pas besoin de tirer une paire pour ce contact. Les infos sont envoyées sur le protocole IP. Donc là, quand vous avez le A, ça concerne l'enregistreur. Donc l'enregistreur qu'on a ici, il a 4 entrées alarmes. 1, 2, 3, 4. Les D, c'est les caméras. Donc ma caméra 1 a une entrée, ma caméra 3 en a 2, ma caméra 4 en a une et ma caméra 5 en a une. C'est très simple à voir, très simple à paramétrer. Ensuite, on va pouvoir ici éditer si on est sur un système en normalement ouvert ou en normalement fermé. À vous de voir votre périphérique d'alarme, comment il fonctionne et comment il a été câblé sur votre système. Ensuite, j'ai la possibilité de gérer un planning. Donc, est-ce que je souhaite, je vais vous montrer, est-ce que je souhaite que ce capteur d'alarme qui est sur l'entrée 1 de mon enregistreur fonctionne H24 ou sur planning? On va le faire sur planning, vous allez voir, c'est assez simple. Par exemple, donc le lundi, moi je veux qu'il fonctionne par exemple que hors horaire d'ouverture de mon magasin, donc de minuit à 8h et de 20h à voilà l'idée. Donc j'applique. Concrètement, j'ai fait un réglage. Mon contact, le lundi, ne marchera que de minuit à 8h et de 20h à minuit. Donc pendant les horaires d'ouverture de mon commerce, si le détecteur est déclenché d'une façon ou d'une autre, je n'aurai pas d'alerte dans mon journal et je n'aurai pas de scénario par rapport à ça. J'ai fait le lundi, alors soit on le fait laborieux, on fait tous les jours, mais sinon vous avez toujours cette possibilité de copier les réglages à l'intégralité de vos caméras, de vos jours. Donc ici, voilà, je vais pouvoir envoyer ça vers tous mes jours, ce réglage prédéfini. Donc ça, bien sûr, on l'a sur toutes, hein, sur mes caméras, sur mon enregistreur, etc. Ce qui va être très intéressant, alors on va le voir là dans le détail, sur les autres événements, on le verra très rapidement parce que le menu est le même. C'est les actions que je peux avoir par rapport à ce capteur d'alarme. Concrètement, si ce capteur d'alarme vient à se déclencher, normalement fermé, il vient à s'ouvrir, je peux envoyer un buzzer, donc avoir un bip au niveau de l'enregistreur. Je peux envoyer un email, donc à condition d'avoir paramétré expéditeur et destinataire, bien sûr. Je peux avoir une fenêtre pop-up, donc ça serait un texte qui viendrait s'afficher sur mon image disant capteur caméra 1 déclenché. Je peux lancer l'enregistrement donc d'une caméra, de plusieurs ou de toutes les caméras, donc ça peut être intéressant. On peut dire bah voilà, ce capteur, il y a plusieurs caméras qui filment ce capteur ou la zone autour de ce capteur, donc je déclenche l'enregistrement sur ceci. Ce qui va être très sympa aussi, c'est une préposition. J'ai par exemple un capteur sur une issue de secours, un DO, un détecteur d'ouverture. Quelqu'un vient ouvrir cette issue de secours. J'ai un dôme motorisé qui fait une ronde sur l'extérieur. Je veux qu'il vienne se positionner vers mon issue de secours. J'ai juste ici à sélectionner ma caméra, par exemple la caméra 3, et lui dire mais je veux que tu viennes sur la préposition numéro 4. Et je valide. Donc j'en ai déjà une sur la 3 forcément.
Voilà, je vais sélectionner une autre caméra et l'envoyer vers une zone. Donc on peut même le faire avec plusieurs caméras, on peut avoir 5 dômes motorisés qui viennent se braquer immédiatement vers un point précis. C'est assez simple à paramétrer. La notion d'aperçu, en fait, c'est un full screen, un plein écran. Donc de dire voilà, si le capteur déclenche, je mets la caméra 3 en plein écran au niveau du poste de garde pour l'exploitation. Sortie relais, alors on ne l'a pas vu, mais à ce moment-là, ça permet de le voir. Si mon enregistreur et mes caméras ont des entrées alarmes, ils ont également des sorties relais qui peuvent être commutées manuellement. L'intérêt est limité. Par contre, elles peuvent être commutées sur un scénario. Donc c'est ce qu'on a ici, de dire voilà, si tel capteur est déclenché, mon IST secours par exemple, je viens activer la sortie relais de mon enregistreur pour avoir par exemple, je sais pas, une petite lumière qui vient flasher, et la sortie relais de ma caméra numéro 4 qui aurait par exemple, je sais pas, une sirène ou une lumière qui serait branchée dessus. Et enfin la prise de photo, de dire voilà, si ce capteur déclenche, je prends une photo de telle caméra. Donc ça, c'est mon premier type d'événement, mes entrées et sorties alarmes. Alors, on va voir maintenant ce qui va être très intéressant sur UNV, que vous aurez dispo en fait de série sur toutes les caméras, hormis sur le kit entrée de gamme, mais donc sur tous les produits après indépendants, vous l'aurez. C'est l'analyse Vissier, donc Vissier pour Video Content Analysis, donc analyse du contenu vidéo. Qui s'appelle IVA, enfin voilà, il y a plusieurs noms chez les concurrents. L'idée c'est d'avoir un ensemble d'analyses qui sont dispo. Donc on va toutes les regarder une par une et on va voir un peu comment on l'active. La première des choses, donc on va essayer de travailler sur celle-ci de caméra, c'est de vous assurer que vous enregistrez bien les images VCA. Les images VCA en fait vont vous servir d'aide à la relecture. On regardera ce que ça donne dans un deuxième temps. Donc, le premier élément qui est assez intéressant, c'est la reconnaissance faciale. Donc, l'idée, déjà, la première astuce, assurez-vous de cliquer sur ce bouton pour arrêter la reconnaissance. Tant que la reconnaissance est en cours, vous ne pourrez pas faire de modif. Tout d'abord, je vais dire à quel endroit je veux faire de la reconnaissance de visage. Est-ce que je la fais sur une zone spécifique ou est-ce que je la fais sur l'ensemble de l'image? Par reconnaissance faciale, qu'est-ce qu'on entend? On entend en fait un algorithme développé par UNV qui me permet de reconnaître un ensemble yeux, nez, bouche et qui me permet de dire il y a un visage à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas une solution qui me permet d'uploader une photo, de dire est-ce que cette personne est passée ou je veux être prévenu quand cette personne passe. Non, c'est vraiment un algo qui me permet de dire il y a un visage qui est passé, je récupère une image et éventuellement j'envoie une alerte. Sur un commerce par exemple, il n'est pas normal d'avoir un visage entre 8h du soir et 8h du matin. Donc je veux recevoir un message si un visage est détecté sur cette période. Donc voilà, ça c'est assez simple à faire. Donc ensuite, j'ai la possibilité de spécifier la zone. Reconnaissance intelligente, donc ça on va le laisser. C'est lui qui utilise l'algo pour voir qu'il y a un visage. Le nombre de captures, donc dire voilà, si je vois un visage, je veux capturer tant de photos. Je vous conseille de laisser une pour simplifier la relecture. Là, c'est la possibilité en fait de générer une sorte de gabarit, de dire voilà, moi je reconnais les visages quand ils font entre 160 et 400 pixels de large. Ça me permet en fait concrètement de dire je reconnais les visages à telle distance. Parce qu'effectivement, pour que cette fonction marche, il faut avoir un nombre de pixels suffisant qui est exprimé ici. Plus j'aurai de pixels, plus la reconnaissance sera efficace. Alors l'idée pour augmenter le nombre de pixels, vous avez deux solutions. La première, c'est d'avoir une caméra qui soit très proche de là où vont se trouver vos visages. Alors ça peut être l'entrée d'un commerce par exemple, ou d'augmenter la résolution. Forcément, une caméra 4 millions de pixels pourra théoriquement reconnaître un visage 2 fois plus loin qu'une 2 millions. Tout comme une caméra 8 millions pourra reconnaître un visage 4 fois plus loin qu'une caméra 2 millions. Donc voilà, c'est plus la notion de pixels qui est à prendre en ligne de compte, de pixels mètres, plutôt que la notion de distance, qui en soi dépend de la résolution. Donc ici, voilà, je vais donner... Alors, je vous déconseille d'aller sur des pixels trop bas, type 27, 30, 50 pixels, parce que vous allez vraiment attraper les visages très loin et ça va augmenter la marge de faux positifs que vous risquez d'avoir. L'idée, c'est voilà, 160-400, on est sur une plage qui est intéressante.
vous pouvez aller bien plus haut. En fait, ça va être par rapport à la distance de là où se trouvent vos visages. Ici, les actions, toujours pareil. Donc, j'envoie un relais, j'envoie une alarme, j'envoie un peu tout et n'importe quoi sans trop de difficulté. Et toujours un planning et une sensibilité. Voilà. Une fois que j'ai terminé mes réglages, j'applique et je commence la reconnaissance. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça, vous serez vite fixé. Ici, j'ai une recherche viciée par visage. Je recherche. Voilà. Alors, on va essayer d'aller voir sur un autre jour, à la limite. Du 1er mai au 1er juin, je recherche. Voilà. Donc là, je vois tous les visages qui sont passés devant cette caméra. Donc ça me génère une vignette. C'est vraiment une aide à la relecture qui est très intéressante, qui peut être utile pour l'utilisateur final, plutôt que de relire des périodes de temps qui sont longues, où il y a beaucoup de mouvements, etc. Là, on va simplement donner une date, une heure, une caméra, on recherche et il exporte tous les visages qui ont été vus. Donc, et ensuite, je peux me balader voilà, pour aller voir d'autres visages sans trop de difficultés. Et à ce moment-là, voilà, quand j'ai un visage qui m'intéresse, je vais avoir la possibilité de cliquer et de pouvoir lancer une relecture au moment où ce visage a été détecté. Voilà, là j'ai un visage qui est détecté. J'appuie sur Play et je vois la vidéo au moment où le visage a été détecté. Donc très intéressant. Et encore plus intéressant, la possibilité de télécharger images et enregistrement en une seule fois. Donc on coche les caméras qu'on souhaite et on télécharge les données directement vers la clé USB, donc photo et vidéo. Voilà pour la reconnaissance de visage. Concernant l'intrusion de périmètre, alors on est sur quelque chose pareil, toujours très simple chez UNV à exploiter. Alors je vais voir si j'en ai une qui l'a peut-être d'activer, voilà, très bien. Donc là, j'ai une caméra, je vais activer ou non. Je vais pouvoir dessiner une ou plusieurs zones. Donc là, on va en dessiner une. On dessine vraiment ce qu'on veut sans trop de difficulté. Voilà. Je vais pouvoir, donc j'applique. Je vais donc sélectionner ma zone, sélectionner les actions, sélectionner le planning. Bon, jusque là, c'est simple. Et je vais pouvoir par exemple gérer la sensibilité, la durée d'intrusion et le pourcentage d'intrusion. Qu'est-ce que ça veut dire? La sensibilité, c'est savoir à partir de quand quelque chose est considéré comme étant en mouvement ou pas. Là, vous voyez sur mon visage, il y a pas mal de carrés. Tant que je ne rentre pas dans la zone jaune, ça va, vous allez voir. Ensuite, j'ai la durée, c'est ce qu'on va appeler du maraudage. Si quelqu'un rentre dans une zone pendant une durée courte, je ne déclenche pas. Voilà, personne est juste passé et reparti, donc je ne déclenche rien. Par contre, si la personne déclenche et reste dans cette zone pendant un laps de temps donné, là, je vais déclencher une alerte. Donc ça, très intéressant. Et ça va me permettre d'inhiber tout ce qui est fausse détection vis-à-vis des insectes, vis-à-vis de la végétation, des choses comme ça. On va être sur quelque chose d'assez fin au final grâce à cet algorithme. Et enfin, j'ai le pourcentage d'intrusion. Pourcentage d'intrusion, pour vulgariser, c'est simplement la taille de mon objet. Mais c'est une façon rationnelle de le calculer. C'est de dire, voilà, ici mon pourcentage, on va dire voilà, 50%. Il faut que l'objet qui rentre dans cette zone fasse 50% de la taille de la zone pour que ça déclenche. Voilà, donc là vous avez vu ma main, elle est devenue rouge à ce niveau-là. Donc ça veut dire que là, il y a une alerte qui a été déclenchée. Voilà. Par contre, voilà, à nouveau, si je viens mettre et que je reste peu de temps, je ne vais pas avoir de déclenchement. Voilà l'idée du système. C'est très simple à appliquer. À nouveau, je vais vous montrer comment ça ressort dans ma relecture. Voilà, ça c'est le déclenchement que j'ai créé à l'instant. J'ai la possibilité de voir voilà, les moments où il y a eu des détections dans cette zone. Donc là, je vois un de mes collègues qui est rentré par exemple dans la zone, ça a déclenché. Ou là, ce que je viens de vous montrer avec ma main, j'appuie sur Play. Et on voit le moment où ma main a déclenché. Tout simplement. Pareil, je peux télécharger des images et les enregistrements. C'est très simple et encore plus efficace. Ici, voilà, pareil, j'ai une zone qui a été dessinée, on la voit ici, hein, dans le coin. Je suis rentré dans la zone, ça déclenche.
voilà pour la détection d'intrusion de périmètre. Le franchissement de ligne. Là, on est sur un algo qui peut également être intéressant. On va voir si j'ai une caméra, pareil, qu'il a déjà éventuellement d'activer. Voilà, très bien. On va se mettre sur une autre. Voilà. Ici, je vais pouvoir dessiner une règle. Voilà. Donc, je tire un trait. J'ai un sens ici qui est donné. Et je vais pouvoir déclencher une alerte si cette ligne est franchie dans les deux sens. Très bien. Mais surtout dans un sens. Par exemple, je vais dire si les gens vont de A vers B, je ne déclenche pas. Par contre, si les gens vont de B vers A, là, je déclenche. Et à nouveau, je règle ma sensibilité. Le cas d'école, ça pourrait être par exemple un site industriel avec des voies de circulation qui sont imposées pour les poids lourds. De dire voilà, si j'ai un véhicule qui ne tourne pas dans le bon sens, eh ben je crée une alerte, j'envoie une alerte, un email, n'importe quoi, un pop-up, immédiatement à mon centre de sécurité. Donc voilà, pour le franchissement de ligne. À nouveau, j'ai la possibilité de retrouver les éléments de franchissement de ligne dans la recherche d'huissier, de voir le moment où la ligne a été franchie. La détection audio. Alors, on n'est pas vraiment sur du vidéo content analysis, on est plutôt sur de l'audio content analysis. Ça a été rangé ici par simplicité. L'idée, c'est de ne pas faire la détection uniquement sur de la vidéo, mais également sur de l'audio. Parfois, votre caméra ne sera pas en mesure de voir une scène, ou simplement la simple vidéo ne sera pas suffisante. L'audio, des fois, est plus parlant, c'est le cas de le dire, qu'une vidéo. Exemple typique, guichet d'accueil dans une CAF. J'ai des caméras, 4 caméras sur une CAF, sur les 4 guichets d'accueil, avec un grand écran qui affiche un quad, par exemple, pour montrer que le site est sous vidéosurveillance. Ces 4 caméras sont équipées d'un micro. Si par exemple il y a une hausse soudaine du son, donc ça peut être par exemple une des personnes qui est en train de crier sur une personne travaillant à la CAF, dire ah, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, etc. La hausse de ton va être détectée par la caméra et on va pouvoir envoyer par exemple de dire bah, je mets en plein écran sur le grand écran de la CAF. Je mets en plein écran la caméra correspondante à cette personne. C'est ce qu'on va appeler des caméras de courtoisie ou plutôt d'incivilité. L'idée, c'est de montrer aux gens qui sont filmés et qu'on comprend parfaitement ce qu'ils sont en train de faire et qu'il est peut-être judicieux de se calmer et de rester voilà, sur un ton plus calme. Donc ça, on pourra le gérer sur toutes les caméras qui ont soit un micro embarqué, c'est le cas de certains produits, soit les caméras qui ont une entrée audio sur laquelle on va venir brancher un micro séparé. La notion de comptage de personnes, alors on retrouve un trait que vous avez déjà dû voir qui est le trait qu'on avait sur le franchissement de ligne. L'idée cette fois-ci, c'est pas d'envoyer une alerte. D'ailleurs, vous voyez qu'on n'a pas le bouton action qu'on a l'habitude d'avoir jusqu'à présent. L'idée, c'est de comptabiliser le nombre de personnes qui vont franchir une ligne. Alors par exemple, ici, je vais dessiner une ligne. Ça, c'est l'accès à un de nos bureaux vers le haut. Et je vais dire, ben voilà, chaque fois qu'il y a une personne qui franchit cette ligne, je veux la comptabiliser. Et qui plus est, je veux savoir si cette personne franchit la ligne dans ce sens ou dans ce sens. Donc à ce moment-là, je vais comptabiliser des entrées et des sorties. C'est quelque chose qui peut être très intéressant sur un commerce pour comptabiliser le nombre de personnes entrantes. Attention que ça n'est pas un élément fiable à 100%, dans le sens où c'est un capteur vidéo, donc c'est de la 2D, c'est pas de la 3D. Donc c'est pas suffisamment précis pour me dire attention, il est rentré 466 personnes, il en est sorti 465, ce qui signifie qu'il y a une personne cachée dans le magasin. Non, ça on ne sera pas en mesure de le faire, on sait le faire mais avec d'autres outils. Par contre, on aura un outil marketing qui sera performant et intéressant pour votre client. Ça veut dire que vous allez pouvoir adosser à la partie sûreté, une partie marketing, une partie analyse des flux. L'idée, c'est de voir par exemple, de voir les pics d'activité, les pics de fréquentation de mon commerce, à l'entrée de mon commerce ou même sur un rayon.
On peut avoir une caméra positionnée sur un rayon pour savoir voilà, le taux de fréquentation de ce rayon, suivant l'année, suivant le mois, suivant la semaine, suivant le jour, suivant l'heure. Donc, et d'avoir des trames, de pouvoir faire des comparaisons de données. Donc ça, c'est très simple. J'ai une notion qui m'est demandée souvent, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai deux personnes qui passent? Alors, cette caméra, dans l'idéal, et on vous le conseille grandement, doit être installée à la verticale. Ça veut dire qu'elle doit filmer du haut vers le bas. À ce moment-là, le franchissement va plutôt se passer dans ce sens. Voilà, imaginons. Voilà, on va voir les personnes qui rentrent et les personnes qui sortent. Et on va pouvoir activer ce qu'on appelle une démarcation épaule. C'est de dire, si j'ai un objet supérieur à cette largeur qui franchit, je le considère non pas comme une personne, mais comme deux personnes qui seraient rentrées en fait côte à côte dans mon commerce. Voilà l'idée. La relecture, vous allez la retrouver directement dans les notions de comptage. Voilà, ici. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de voir, donc là je l'ai mis en mensuel, de voir combien de personnes sont rentrées, combien de personnes sont sorties, et ça me donne des courbes d'activité. Donc je vois qu'au mois d'avril, j'ai eu assez peu de mouvements, au mois de mars également. Par contre, au mois de février, j'ai eu énormément de personnes qui ont franchi cette ligne pour sortir, assez peu pour rentrer. Donc ça me permet, moi, d'organiser peut-être mon commerce ou d'organiser mes salariés ou des choses comme ça en fonction de ces données-là. Également, juste pour info, on peut télécharger ces données au format CSV, donc qui pourra être ensuite exploité sur un tableur type Excel pour pouvoir comparer des données ou peut-être croiser des données aussi avec le chiffre d'affaires du point de vente. Ici, on est sur une fonction qui permet de détecter si quelqu'un vient dérégler le focus. Le focus, c'est quoi? C'est la capacité pour une caméra à faire la netteté sur un point donné. Donc concrètement, la caméra va devenir floue si quelqu'un touche à ça. Et ma caméra sera en mesure de le détecter et d'envoyer une alerte. Alors c'est surtout utile pour des caméras dont les vis d'autofocus sont accessibles à distance. Sur les produits distribués par Ikea en UNV, vous n'en aurez pas, c'est que des zooms motorisés, donc les focales ne sont pas accessibles. Mais néanmoins, cette fonction est dispo. Vous avez une détection du changement de scène qui, elle, est peut-être plus pertinente. Elle va me permettre en fait de... Donc, j'installe ma caméra chez mon client sur le site. J'ai ma caméra qui filme vers ici. J'active la fonction. Si quelqu'un est amené à déplacer la caméra vers un autre point sur lequel elle se trouve, je vais avoir une alerte, une notification dans le journal, etc. Ça peut être intéressant parce que voilà, soit le client final a touché à la caméra, soit peut-être un des employés du client a déplacé la caméra, soit il y a eu un choc dedans. Voilà, tout ça, on va pouvoir le savoir et être vraiment sur de la maintenance préventive, pouvoir prévenir le client, aller en amont pour remettre la caméra en place correctement vis-à-vis du champ de vision souhaité. La notion d'auto-tracking, donc c'est une notion que vous aurez forcément, alors j'en ai pas dans le cas présent que vous aurez sur les dômes motorisés UNV, qui va permettre de faire de l'auto-tracking, de gérer certains éléments. À nouveau, je pense que cette fonction nécessitera une vidéo complémentaire. Sachez simplement que si votre caméra ne le supporte pas, ça sera écrit ici, cette caméra ne supporte pas la fonction d'auto-tracking et la ligne est grisée. Alors, nous allons voir désormais l'onglet caméra, alors qui est assez indigeste. On va essayer de le traiter de façon efficace et rapide. Donc dans l'onglet caméra, vous avez ensuite 7 sous-onglets qu'on va essayer de voir ensemble. Et dans chacun de ces sous-onglets, vous avez des sous-sous-onglets. Donc c'est un des menus les plus complets de l'enregistreur. Sachez que c'est un menu, comme tous les menus que je vous ai montrés jusqu'à présent, qui sont des menus optionnels. C'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à votre système UNV si vous ne souhaitez pas faire de modif dessus. Le plug and play fait bien le travail déjà. Là, on est vraiment, si vous souhaitez, affiner, améliorer, optimiser l'image et le rendu et l'efficacité de votre caméra. Donc,
le premier onglet, c'est l'onglet caméra. Il est assez simple, assez logique. Ici, je retrouve, donc je suis sur un 16 voix, les 16 caméras qui sont branchées, la possibilité d'avoir un petit aperçu rapide de ma caméra, de retrouver son adresse IP. Alors ici, on va avoir des adresses IP qui sont différentes. Les 172.16.0.66, ce sont les caméras qui sont sur le sous-réseau de mon enregistreur, donc qui sont alimentées ou dont le switch est branché directement sur mon enregistreur. Donc l'adresse IP a été donnée par l'enregistreur. J'ai d'autres machines que vous retrouvez ici qui, elles, sont sur des plages en 192.168. Ça, c'est des caméras qui sont sur mon réseau local et que je peux aller retrouver avec une recherche LAN. On va le regarder rapidement. Ici, j'ai la possibilité de configurer ma caméra. Donc, c'est un élément qui va être important en fait, parce que par défaut, toutes vos caméras, les 16 voix de votre enregistreur, si c'est un enregistreur PoE, vont être en plug and play. Ça veut dire qu'elles seront automatiques. J'ai juste à brancher ma caméra et ça fonctionne. Si vous ne souhaitez pas utiliser le plug and play sur une des voix, il va falloir aller ici, sélectionner adresse IP, et là, vous allez pouvoir retrouver les caméras sur le réseau, ou bien lancer une recherche sur le réseau pour scanner le réseau et pouvoir l'ajouter. Donc ça, c'est important. Voilà. Soit je suis en plug and play, soit je suis à la recherche d'une adresse IP. Voilà pour l'idée. Je peux faire une recherche sur LAN, donc je vous donne une adresse IP de début, une adresse IP de fin, pour qu'il vienne scanner mon LAN et me dire voilà, j'ai trouvé tel appareil éventuellement qui est compatible. Je peux faire un ajout personnalisé si je le souhaite. Là ici j'ai des boutons qui peuvent être intéressants. C'est pour basculer automatiquement toutes mes caméras en H265 et ou en Ucode. Concrètement, les caméras UNV qu'on vous livre sont compatibles MJPEG, H264, H265, le H265 étant forcément plus performant en termes de compression. L'idée, c'est que nous, quand on vous les livre en H264. Comme ça, on est certain qu'elles puissent fonctionner, qu'elles soient sur un environnement UNV ou un environnement concurrent. Votre caméra pourra fonctionner sans aucun problème. Après, si vous êtes sur un environnement full UNV, on vous conseille grandement de les passer. Donc à ce moment-là, vous avez juste à cocher ici. Ici, vous pouvez par exemple les passer en mode avancé, ce qui signifie qu'au prochain reboot de l'enregistreur, toutes vos caméras vont être paramétrées automatiquement en H265. Donc vous n'aurez rien à faire. Ici, j'ai la possibilité de gérer les fichiers et de gérer tout ce qui va être le DevWrap, en fait, de pouvoir gérer plusieurs vues, de faire du IPTZ, de faire des choses comme ça. Dans Avancé, je vais retrouver à nouveau les différentes caméras qui sont soit sur mon réseau local, soit branchées à mon enregistreur. La possibilité de faire une mise à jour sur le cloud, la possibilité de faire une mise à jour en USB, donc il me faut brancher ma clé USB en amont. La possibilité de faire un reset usine. Vous avez fait des bêtises, vous n'êtes pas sûr, vous ne retrouvez pas vos réglages. Un reset, votre caméra repart comme si elle était neuve. Le plug and play va s'activer s'il a été coché et votre caméra va revenir en réglage usine. Voilà. Vous avez la possibilité de le faire par lot. Donc imaginons là je coche toutes mes caméras. Je fais vérifier une nouvelle version. Il va en fait scanner, interroger le cloud de UNV et me dire s'il y a une mise à jour de disponible ou pas. Et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre à jour toutes mes caméras. Donc c'est ce qu'on appelle un traitement par lot. Si vous avez 2-3 caméras, c'est jouable. Mais si vous êtes sur un site avec 50, 60, 100 caméras, cette fonctionnalité va vous faire gagner énormément de temps. Juste pour terminer, quand vous êtes sur une caméra qui est alimentée par l'enregistreur, on va prendre celle-ci. Ici, vous sélectionnez l'admin, le password, etc. Vous avez un bouton qui s'appelle transmission étendue ou transmission extended qui permet d'activer le PoE 250 voire 300 mètres suivant les caméras. Donc c'est uniquement une case à cocher sur la caméra qui en a besoin. Si votre caméra est à moins de 100 mètres, ne vous inquiétez pas, ça n'aura pas d'impact majeur dessus, ça ne va pas l'abîmer. L'idée, c'est de l'activer uniquement sur les caméras dont vous avez besoin parce que ça va envoyer une tension et une puissance qui vont être accrues. Donc si vous l'activez sur toutes vos caméras en simultané, vous n'aurez peut-être plus assez de jus pour les dernières caméras. Donc voilà, j'ai juste à cocher ici, je valide et ma caméra passe en transmission étendue jusqu'à 250
voire 300 mètres suivant les modèles. Le menu encodage, quant à lui, va me permettre de gérer tout ce qui est résolution, nombre d'images secondes et bande passante, pour faire court. Ici, je sélectionne ma caméra, comme toujours. Donc la caméra qui m'intéresse, on va aller travailler sur celle-ci par exemple, c'est une caméra à 8 millions de pixels UNV. Ici, je vais dire si je travaille, donc là on va travailler sur le flux principal. Ça, c'est les résolutions supportées par ma caméra. Donc cette caméra 8 millions UNV est capable de m'offrir de la 4K en 15 images, du 5 millions en 30 en 25, du 4 millions en 30 en 25, du 2 millions en 30, du 2 millions en 25, etc. Donc on va le laisser là-dessus. Ici, je sélectionne si je suis en train de travailler plutôt sur mon flux en continu, sur mon flux en événement. L'idée, en fait, c'est que le système est suffisamment performant pour, par exemple, enregistrer en continu, en non-stop, j'enregistre en 6 images secondes avec une qualité légèrement restreinte. Ça va me permettre de ne pas utiliser énormément de disque dur et de dire, mais dès qu'il y a un mouvement ou un événement, une vicier ou n'importe quoi, là, je passe en enregistrement sur événement, je repasse en 25 images secondes avec une résolution maximale. Vous avez les avantages de l'enregistrement continu sans les inconvénients et les avantages de l'enregistrement sur événement sans les inconvénients. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez sympa. Ici, je sélectionne le mode de compression que je souhaite, H264, H265. Ici, ici, le mode, si je suis en CBR ou en VBR, donc BR c'est bitrate, bande passante. Donc, C, c'est constant. Donc, est-ce que je suis sur une bande passante constante ou V sur une bande passante variable? La bande passante constante, la bande passante nécessaire sera linéaire. Qu'il y ait un mouvement ou pas, la bande passante sera toujours la même. A contrario, le VBR, la bande passante sera variable et va dépendre de la quantité de mouvement, la quantité d'information, la profondeur de champ, la complexité des couleurs. Et en fait, ma bande passante va varier en fonction de mes mouvements. Si j'ai peu de mouvement, elle va être assez basse. Imaginons que j'ai un mouvement ici, elle va monter, elle va rebaisser. Elle va monter, elle va rebaisser. Donc, le VBR va me permettre d'utiliser de façon typique moins de disque dur, parce que quand je n'ai pas besoin de bande passante, je ne l'utiliserai pas. Par contre, l'inconvénient du VBR, c'est que ça peut monter en crête sur une ou plusieurs caméras et venir peut-être mettre en défaillance mon réseau, si je charge énormément mon réseau. Encore qu'il y a un outil qu'on va voir. Le deuxième point du VBR, le problème c'est qu'on a du mal à dimensionner un disque dur. Aujourd'hui, mon client me dit, voilà, en VBR, est-ce que je peux enregistrer 30 jours avec tel disque? Moi, je ne suis pas en mesure de vous dire sur 30 jours quelle va être la quantité de mouvement et l'intensité du mouvement, l'intensité des couleurs, des choses comme ça. Alors qu'en CBR, comme c'est linéaire, là, je vais pouvoir lui garantir, ben voilà, avec ce disque dur de tant de Tera, avec tant de caméras, vous pourrez enregistrer 30 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme solution qui est intéressante chez UNV? Donc vous avez le VBR, le CBR, et vous avez une autre fonctionnalité qui est un VBR avec limite. Donc ça, c'est intéressant, c'est de dire, voilà, je mets en VBR, mais mon VBR, je lui donne une limite haute qui n'a pas le droit de dépasser. À ce moment-là, on cumule l'avantage du VBR sans les risques de crête qui pourraient consommer énormément de bande passante d'un coup. Alors, ici, voilà, je sélectionne mon CBR, par exemple en 2 mégas, ou alors mon VBR auquel je donne une limite, par exemple, de 8 mégas. Donc, je dis, tu prends tout ce que tu veux comme bande passante, à condition de ne pas dépasser les 8 mégas. Assez simple, je vous laisserai travailler là-dessus. La fréquence d'image, donc le maximum est de 15, mais bien sûr, je peux donner une fréquence inférieure à 15. Alors la qualité, ça c'est uniquement ça va être la qualité d'image. Est-ce que je vais plutôt privilégier la qualité ou plutôt privilégier le nombre d'images? On vous conseille vivement de privilégier la résolution, enfin la qualité plutôt que ça. Donc ce qu'on appelle l'intervalle de trame, ça je vous laisserai vous renseigner parce que c'est des éléments qui peuvent être assez complexes. Est-ce que j'enregistre le flux audio ou non? Et est-ce que j'active ce mode de compression qui est dispo chez UNV qui s'appelle le U-Code qui me permet de diminuer encore d'un cran la bande passante. Donc ça, je l'ai fait en continu et comme je vous disais, je peux également le faire sur événement. Donc moi, mon idée, on va faire un petit test rapide, vous allez voir. Je vais dire, ben voilà, moi en continu, je fais du CBR à 1 méga de bande passante, ok. Par contre, et en 6 images. Par contre, sur événement, là, j'autorise à monter à 8000 et je repasse à 15. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. En continu, je prends très peu et sur mouvement, je lui permets d'avoir beaucoup plus.
Et ensuite, j'ai la même possibilité, mais sur le flux secondaire. Le flux secondaire, ce qu'on appelle le substream en anglais, va me permettre de soulager mon enregistreur sur certains aspects. Quand je fais un affichage en quad, quand j'ai 4 fenêtres, quand je me connecte avec mon smartphone, quand je me connecte avec mon PC. Donc le CBR, en général, on va essayer de lui donner un bitrate plutôt bas pour pouvoir alléger le réseau quand je vais appeler plusieurs caméras en même temps, par exemple. Voilà. L'idée aussi, c'est que si j'ai fait des réglages d'une caméra, je peux les copier à d'autres caméras. Certains réglages ou tous les réglages. Attention que cela fonctionne bien mieux quand vous êtes sur des caméras qui ont le même firmware et des caméras qui ont le même nombre de pixels. Ma caméra 8 millions de pixels, si je demande à ma caméra 4MP d'enregistrer en 4K, forcément ça marchera moins bien. Alors l'onglet photo, on va le passer très vite, en France c'est très peu utilisé, c'est la résolution que je souhaite avoir sur mes photos, la qualité et l'intervalle de photos, en fait des photos toutes les X secondes. L'OSD lui va être très intéressant, il va me permettre en fait de déplacer les différents éléments, donc ici, voilà, j'active des éléments et je les affiche où je le souhaite. Par exemple ici, j'applique. Voilà, je me retrouve maintenant avec ma date et mon heure qui sont affichés en plein milieu de mon écran. Je vais les remettre là-haut. Donc on peut sélectionner le format de la date, le format de l'heure. Est-ce qu'on veut afficher le nom ou pas? Donc le nom, on le renseigne ici. Donc si vous souhaitez l'appeler caméra couloir, caméra n'importe quoi, c'est ici que ça se passe. Ici, est-ce que je comptabilise ou non les personnes entrantes? Donc ça me permet d'avoir un petit OSD supplémentaire qui va me dire voilà, tant de personnes entrantes, tant de personnes sortantes directement dans un coin de l'image. La taille de la police, très grand ou pas, et la couleur de la police, suivant le type de fond que j'ai. Si j'enregistre si ma caméra filme un fond vert, forcément, je ne vais pas mettre le texte en vert, mais plutôt sur une couleur qui va trancher avec cette couleur verte. Alors, image, là, on arrive dans des choses un peu plus complètes. Donc, sur ma caméra, j'ai des modes qui sont dispo, des modes prédéfinis. Ça, c'est pour vous simplifier la vie. Est-ce que je suis en personnalisé? Donc là, vous êtes sur du full personnalisé. C'est vous qui allez devoir gérer tout ça. Est-ce que je suis sur une caméra en intérieur? Sur un mode plutôt général standard. Est-ce que je suis sur une compensation de surbrillance? Donc en fait, c'est par rapport au feu des voitures, plutôt sur de la route avec des véhicules qui vont aller assez vite. Est-ce que je vais être plutôt sur du contre-jour? Est-ce que j'ai un contre-jour à traiter? Ou est-ce que j'ai une compensation de surbrillance plutôt sur un parking? Donc des véhicules qui vont aller plutôt lentement, où je vais devoir traiter les phares d'une autre façon que sur une route. Ça en fait c'est simplement des modes. Quand je le sélectionne, il va aller faire tous ces petits réglages tout seul un petit peu partout. C'est comme sur les appareils photo réflexes. Soit vous êtes un puriste et vous êtes en mode manuel et vous faites vos réglages manuels, ou alors vous avez le mode sport, le mode visage, le mode etc. C'est un peu le même principe, ça va aller automatiquement modifier les réglages. Donc nous on va rester sur du général. Ici luminosité, saturation, contraste, netteté, bon ça j'en parle pas plus que ça. Réduction du bruit, donc c'est ce qu'on appelle le 2D DNR ou le 3D DNR, donc c'est la réduction du bruit digital. C'est l'effet de brouillard qu'on a la nuit. Si on vient le pousser au maximum, en fait on superpose des images pour faire disparaître cet effet de brouillard. Par contre l'inconvénient, c'est qu'on a ce qu'on appelle un effet fantôme, qui est un des mouvements rapides. Comme on superpose des images, des fois on a tendance à avoir des sortes d'images fantômes qui restent derrière. L'exposition, est-ce que je suis en intérieur, en 50 Hz, en 60 Hz? Si vous avez une problématique avec un néon qui clignote, qui fait des choses bizarres, une image qui fait des sortes de sursauts comme ça, changez simplement du 50 vers 60 Hz et vous verrez, ça va se remettre tout seul en place. Voilà, quel est le mode d'expo que j'utilise? Alors ça, voilà, restez en mode automatique dans la mesure du possible. Si vous êtes à l'aise dessus, n'hésitez pas. On essaiera de vous faire des tutos sur par exemple de la lecture de plaques, sur des choses comme ça, parce que là il faut jouer énormément sur l'obturateur, sur le gain. Si vous êtes en full auto, ces choses-là, de toute façon vous ne pourrez pas y toucher. La compensation de contre-jour, le mode jour-nuit, est-ce que ma caméra je la force en jour ou est-ce que je la force en nuit ou est-ce que je la laisse en auto? Et si je suis en auto, j'ai deux choses qui sont plutôt sympas, c'est la sensibilité. À quel moment j'autorise ma caméra à passer en noir et blanc? Est-ce qu'il faut qu'il fasse très bas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait très peu de luminosité ou au contraire quand il commence à très légèrement? Donc en gros, est-ce que ma caméra commute plutôt à 20 h ou plutôt à 22 h? C'est un peu ça l'idée. Le délai de commutation qui sera important, surtout si vous filmez une route.
ne mettez pas un délai de commutation court de 3 secondes sur une route parce que votre caméra, quand la voiture arrive, elle va éclairer, la caméra va penser qu'il fait jour, elle va passer en mode jour et passer en couleur. Donc par exemple sur de la route, vous allez plutôt passer sur du 30 secondes. Ça veut dire qu'il y aura 30 secondes de lumière avant que ma caméra passe en couleur. La notion de contre-jour, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne. Là, je n'ai pas de contre-jour. On voit bien le résultat. Et là, j'active le contre-jour. Donc, on commence à voir des choses, on commence à voir mon visage, on commence à voir voilà, pas mal de choses. Et je peux gérer mon niveau de WDR, aller le pousser un peu plus loin. Voilà, pour avoir, on va aller le voir, pour avoir un rendu qui va me permettre de mieux voir les visages, voilà, comme on l'a ici, de mieux voir mon visage malgré un contre-jour important. Voilà pour mes réglages sur l'expo. Ensuite, la balance des blancs, c'est pareil. Ici, vous avez ce qu'on appelle le defog, l'anti-brouillard qui est disponible. Ensuite, les masques privatifs. Donc ça, c'est quelque chose qui sera indispensable si vous filmez soit en extérieur, mais bon, vous êtes de toute façon sur une déclaration préfectorale avec une autorisation, donc normalement vous avez ça en tête. La possibilité en fait, voilà, d'ajouter une zone, c'est assez simple à faire. On peut ajouter voilà, plusieurs zones, voilà, et venir les dessiner où on le souhaite. Ça peut être également indispensable en intérieur si vous venez filmer par exemple le poste de travail d'un salarié. Et ensuite voilà, la possibilité d'effacer les différentes zones. Donc ça c'est plutôt simple, plutôt efficace. Pour terminer, le PTZ. Alors, je n'ai pas de PTZ à proprement parler pour vous faire une démo, mais qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On va retrouver ici la possibilité de déplacer ma caméra haut, bas, gauche, droite, etc. La possibilité de gérer la vitesse de rotation de ma caméra. Voilà, la possibilité de gérer un zoom, plus, moins, un focus, une iris. Ok, ça, c'est du standard. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est ici la gestion des prépos. Je me positionne à un endroit, on va la mettre vers moi. Voilà, et je vais enregistrer cette prépo comme étant la prépo numéro 5. Et après ici, je peux enregistrer mes prépos, mais aussi les lancer. Donc là, je rappelle la prépo 1, et si je rappelle la prépo 5, il va revenir automatiquement sur moi. Voilà l'idée. Ensuite, je peux faire des groupes de prépos. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de prépos? C'est un scénario. Je dis, je vais sur la prépo numéro 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer comment ça se paramètre. C'est très très simple. On dit, voilà, je vais sur la prépo numéro 1 pendant 3 secondes. J'y vais à telle vitesse, à la vitesse 3/9. OK. Donc là, je suis sur le groupe numéro 1. Ensuite, je vais sur la prépo, celle qu'on vient de faire ensemble, la prépo numéro 5. Cette fois-ci, la prépo numéro 5, je vais rester que 1 seconde, mais je vais aller me positionner dessus, aller assez vite. OK. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Play, et en fait, mon DOM autorisé va suivre, voilà. Il va aller sur la prépo 1, rester dessus pendant 1 seconde, mais il y va très lentement, c'est ce qu'on est en train de voir, il ne faut pas être pressé. Ensuite, il va aller sur la prépo numéro 2, il va rester 3 secondes, mais cette fois-ci, il va y aller de manière beaucoup plus rapide. Ça, c'est très très simple à paramétrer. Voilà. Je le laisse terminer. Voilà, là, il va rester 1 seconde, et ensuite, il va aller voilà, sur la prépo numéro 3, une vitesse beaucoup plus importante. Ça va me permettre de faire des petits scénarios. La patrouille PTZ, c'est un peu le même principe, mais en théorie, il vous faut plutôt un joystick. C'est que là, en cliquant ici, je lance l'enregistrement de ma patrouille. Je déplace avec mon joystick. À la fin, j'appuie sur Stop et ensuite, la caméra va suivre exactement le même chemin que j'ai donné avec mon joystick. Enfin, c'est la protection auto qui va être très intéressante, qui va être en fait ce qu'on appelle également la position home, la position maison. C'est de dire à mon DOM autorisé, si tu n'as pas d'ordre pendant X secondes, vous avez la plage qui est donnée ici, de 1 à 3600 secondes, si tu n'as pas d'ordre sur tel temps, telle durée, je veux que tu ailles te positionner sur la préposition numéro temps, ou, plus utile dans notre cas,
sur le groupe de préposition numéro 1. Donc moi je lui dis, voilà, par exemple, si tu n'as pas d'ordre pendant 10 secondes, voilà, si pendant 10 secondes tu n'as pas d'ordre, je veux que tu lances le groupe numéro 1. C'est très simple à paramétrer et très utile sur vos installations avec DOM motorisé pour éviter que votre DOM motorisé reste planté à un endroit sans bouger. Dans l'onglet maintenance, on va retrouver des informations qui vous seront utiles vraiment pour exploiter, pour comprendre, pour diagnostiquer votre système. La première des choses qui vous sera utile, c'est de savoir quel est le modèle de votre enregistreur, quel est son numéro de série, la version de son firmware, éventuellement la date, la durée de fonctionnement, pour savoir si éventuellement il y a eu des reboots. Là, c'est vos caméras. C'est pour savoir le statut de ma caméra. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est le nom de ma caméra? Est-ce qu'elle est connectée ou non? Est-ce qu'il y a un mouvement ou non? Est-ce qu'il y a de l'anti-masquage activé? Est-ce que la paire est activée? Est-ce que l'audio est activé? Donc là, directement avec une seule interface, je suis capable de savoir tout ce qui se passe sur mes caméras. Ensuite, en termes d'enregistrement, où j'en suis? Est-ce que mon enregistrement est en cours ou pas? Et s'il est en cours, avec quel nombre d'images secondes, quelle résolution et quel bitrate? Là, je suis en mesure de voir les utilisateurs qui sont actuellement connectés à mon enregistreur. Alors là, vous avez une adresse IP bizarre qui est une 127.0.0.1. C'est tout simplement l'adresse IP qui s'affiche quand vous vous connectez en VGA ou en HDMI, donc vraiment en local. Et ça vous dit aussi à quel moment la personne s'est connectée. Donc là, c'était le 1er juin à 8h38. Donc si vous avez un utilisateur qui se connecte par le réseau en interne, vous aurez son adresse IP interne 192.168 qui va se connecter. Si vous avez un utilisateur qui se connecte par le réseau externe, vous aurez son adresse IP externe qui va s'afficher. Ici, on retrouve les infos sur mes disques, l'espace libre, le statut, le vendeur. Donc là, on est sur du Western Digital. Et savoir s'il est en lecture-écriture, en redondance, en RAID, etc. Dans Info Réseau, vous avez les notions de trafic qui sont assez intéressantes. C'est de savoir quel est le taux reçu. Donc ça, c'est le taux concrètement qui est reçu par mes caméras. Donc là, je suis à 17 mégas de bande passante qui remonte sur mon serveur. Et également les notions de taux de transfert. Ça, c'est dans l'autre sens. C'est savoir quelle est la quantité de données que mon serveur envoie vers un PC d'exploitation, un mobile ou n'importe quoi. Donc ça me permet d'avoir des courbes, de savoir s'il y a des défauts particuliers ou quoi que ce soit, de pouvoir traquer tout ça. Ça me donne également mon port, donc là il est bien en gigabit, en full duplex. Détection nette, en fait, c'est pour détecter la perte de paquets. Donc ça, on va mettre une adresse IP, on va interroger cette adresse et il va permettre de nous savoir si on a des pertes de paquets ou des données qui se perdent. Donc ça, pareil, c'est assez complexe et assez long, donc ça fera l'office peut-être d'une vidéo supplémentaire. Ça, c'est les infos réseau vis-à-vis de mon système. Comment mon système est paramétré aujourd'hui? Les données en 3G ou 4G. Alors, cet onglet, il est plutôt sympa. Il vous donne en live la conso en watts de chacune de vos caméras branchées sur les ports PO de l'enregistreur. Donc, on voit des consos qui sont assez faibles. La nuit, on est sur des consos qui vont augmenter légèrement, mais on est sur des LED arrays, donc ça consomme vraiment très très peu. Donc concrètement, mon enregistreur a un budget total de 240 watts. J'ai 6 caméras sur 16 branchées dessus. Il me reste encore 207 watts de disponibles. Ça, c'est mes stats réseau. Donc ici, voilà, je vois que j'ai un total de bande passante qui est de 160 mégas. Sur ces 160 mégas, il ne me reste plus que 116 car j'ai 44 qui sont utilisés. Et j'ai un PC connecté actuellement dessus qui consomme 7 mégas 6. Voilà. Ma bande passante en émission, sur cette machine, je suis à 320 mégas, donc 320 moins 7 mégas 6, il me reste 312 mégas dispo pour émettre des données vers l'extérieur. Dans l'onglet téléchargement, donc, vous retrouverez la possibilité d'importer ou d'exporter la configuration de votre enregistreur. Donc, chose qu'on vous conseille de faire à la fin de votre install. Vous exportez la config vers votre clé USB, il faudra sélectionner ici. Et comme ça, s'il y a le moindre souci, si votre client a fait des fausses manips ou n'importe quoi, vous pouvez réimporter ces données. Pareil, si vous êtes habitué à utiliser nos machines, si vous êtes un client régulier,
Si vous avez vos réglages préférés, prédéfinis, n'hésitez pas à les exporter pour pouvoir les réimporter sur d'autres machines. Attention quand vous faites de l'export-réimport, quand vous faites sur différentes machines, ça peut créer des problèmes parce que forcément les réglages ne sont pas différents ne sont pas les mêmes par exemple sur un 32 voix ou un 4 voix. Ici, vous avez la possibilité d'importer et d'exporter les informations de diagnostic. Chose qui vous sera utile si vous vous posez des questions sur une installation pour savoir voilà, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Ici, vous allez pouvoir exporter en fait les infos de config. Alors là, vous pouvez exporter les configs actuels de votre enregistreur et vous avez également un historique tous les jours en fait. L'enregistreur fait un petit export qui vient stocker sur sa mémoire. Et vous allez pouvoir retrouver également les exports jusqu'à 14 jours en arrière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et vous avez, ça c'est nouveau depuis les toutes dernières mages, la possibilité d'exporter également les configs des caméras. Donc pas besoin de se connecter à l'interface de la caméra. Donc imaginons que vous avez des déconnexions sur la caméra 3. Vous allez devoir fournir à nos services la config, le diagnostic de l'enregistreur et les infos diagnostiques de la caméra 3. Avec ça, on sera en mesure de faire un diag et de vous dire quel peut être le problème. Ici, c'est relatif à la restauration des données. Donc, soit une restauration complète, donc les paramètres d'usine, tout, soit la même chose, sauf qu'on va conserver les paramètres réseau et les paramètres utilisateurs, avec le bouton qui est juste au-dessus. Alors, les fonctions automatiques, c'est la possibilité de mettre en place un redémarrage auto de façon hebdomadaire. Donc vous sélectionnez le jour et vous sélectionnez sur la droite l'heure. Et également la possibilité, c'est obligatoire par rapport au décret d'août 2007, de supprimer automatiquement les données, passer un laps de temps donné. Par exemple, au bout de 30 jours, même si mon disque n'est pas plein, j'efface les données. Ici, ça va être la mise à jour de votre enregistreur, donc la possibilité d'interroger le cloud pour savoir si votre système est à jour ou pas. Ici, votre version, c'est surtout le dernier chiffre qui va être intéressant, donc P23 dans le cas présent. Et ici, de faire une mise à jour depuis l'USB. Vous avez téléchargé le firmware sur notre site ou sur le site du NV, vous le mettez sur votre clé, vous venez l'importer de cette façon. Enfin, c'est la possibilité d'avoir des tests de votre disque dur pour être certain que votre disque dur n'est pas défaillant ou surtout ne risque pas d'être défaillant dans un avenir proche. Donc vous avez ce qu'on appelle le test SMART, qui est un test qui va avoir plusieurs critères, qui va permettre de tester. Vous avez un test court ou un test long à ce niveau-là, vous sélectionnez ici, et vous sélectionnez le type d'emplacement, si c'est l'emplacement 1 ou l'emplacement 2. Enfin, vous avez aussi la possibilité de tester des secteurs défaillants, donc ça c'est un test un peu plus poussé pour savoir si vous avez des secteurs de votre disque qui peuvent être défaillants, en sachant que quand vous avez des secteurs qui commencent à être défaillants, ça risque d'entraîner d'autres secteurs qui vont être défaillants à leur tour jusqu'à avoir une défaillance du disque. Sur le dernier onglet ici, on retrouve la possibilité d'éteindre votre enregistreur, de redémarrer votre enregistreur ou tout simplement de déconnecter votre utilisateur.